Bonjour, on va reprendre les conférences. On va avoir deux moments. On va avoir un moment avec une conférence sur le patrimoine. Et en même temps, on va avoir avec Wedia et notre ami Olivier Grenet, l'atelier Wedia, c'est Future of Dam version 4. N'est-ce pas Olivier ? Voilà, exactement. Donc on se retrouve juste derrière sur un atelier sur la localisation des métadonnées, mais aussi la localisation des images, la transformation des images pour qu'elles s'adaptent à des contextes locaux. Il y a pas mal d'IA, mais il n'y a pas que ça, mais venez. Ça reprend un peu ce que Kevin nous a montré pour Michelin hier, tout ce qui est localisation, personnalisation. Ça fait suite à ta présentation à New York en même temps. Donc on aura en français dans le texte. Donc Wedia, c'est au fond à droite, là d'ici quelques minutes, le temps que l'atelier précédent se termine. Et là, je vais inviter sur scène Malika qui va prendre mon relais. Vous êtes les bienvenus pour la conférence qui va se tenir dans quelques minutes autour du patrimoine dans les entreprises. Alors j'invite sur scène Florence, Émilie, Pierre et François. La conférence sur le patrimoine dans les marques va commencer. Bon, je pense que le sujet du patrimoine a déjà été abordé un peu hier. Et pour ceux qui nous connaissent et qui rejoignent effectivement, donc je pense qu'on va commencer de plus en plus à parler de communauté ONDAM. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet qu'on défend depuis les premières séances ONDAM. On a toujours parlé patrimoine. Donc, et cette année, pour cette conférence, je suis ravie d'accueillir Florence, Émilie pour la maison Louis Vuitton, François pour le groupe L'Équipe et Pierre qui nous rejoint. On le verra tout à l'heure parce que le patrimoine, c'est l'histoire. Et l'histoire, des fois, on a aussi besoin de revenir en arrière, de numériser et de raconter ensuite les histoires. Pour information, quand on a présenté le programme hier, on a aussi présenté 2 offres de services supplémentaires qui arrivent chez Activo, qui tournent toujours aussi autour de la santé, le bilan de santé du DAM et l'offre patrimoine. Évidemment qu'on ne fera pas tout seul, mais voilà, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous. Je vois Céline dans la salle. L'année dernière, on a parlé d'un autre patrimoine important d'une grande et belle maison. Et cette année, on a la chance d'avoir Florence et Émilie pour parler de 2 sujets patrimoine, numérique, des collections aussi. Donc c'est les 2 sujets. Et l'histoire avec l'histoire des fonds de l'équipe et de Pierre. On ne fera peut-être suite à cette conférence la remise, parce qu'effectivement c'est peut-être aussi le bon moment de faire la remise de l'award du patrimoine tout à l'heure. Donc on verra, ça dépendra si on est trop bavard ou pas. Je vous remets ça. Alors, déjà, premièrement, je vais vous laisser peut-être, parce que je dis Florence, je dis Émilie, mais je vous laisse quand même vous présenter auprès du public. Donc Florence Léchier, donc je suis responsable du patrimoine numérique au sein de la maison, et j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Bonjour à tous, Émilie Pouget, responsable inventaire et documentation au sein de la maison Louis Vuitton.
et je travaille dans la maison depuis 2010. Bonjour à toutes et à tous. François Gilles, rédacteur en chef photo de l'équipe et à l'équipe depuis 32 ans. Je crois que je t'ai battu. Bonjour à tous, Pierre Horry, directeur général de Trima Imaging et donc à la tête de Trima Imaging depuis 36 ans. Alors, tu veux que je dise aussi, moi, depuis le temps que je travaille sur le DAM. Non. Bon, je te bats pas quand même, mais voilà. Donc, alors, on a une... Encore une fois, on prend les questions à la fin et vous avez le fameux Slido. On a le Slido qui permet aussi de poser les questions au fur et à mesure et qu'on pourra lire tout à l'heure. Donc on va démarrer. On va démarrer par, avec Florence et Émilie sur... pour la maison Louis Vuitton. Voilà, donc le patrimoine, quand on parle de patrimoine, c'est quoi? Est-ce qu'on est capable de valoriser le patrimoine? Qui est capable de valoriser le patrimoine? C'est un peu le sujet de notre conférence. Et l'idée, c'est déjà de commencer, c'est quoi le patrimoine dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on qualifie? Voilà, il y a une partie numérique. Et avant que ce soit numérique, il y avait un patrimoine avant que la numérisation arrive. Voilà, donc c'est un peu tout ce sujet-là. Et je donne la parole à Émilie pour commencer. Oui, merci. Alors, au sein du département Art, Culture et Patrimoine, nous avons 3 collections qui sont vraiment en interaction les unes avec les autres et qui constituent le patrimoine de la maison au sens large. Donc, parmi ces 3 types de collections, nous avons une collection d'études qui comprend un fonds produit. Et ce fonds produit, il est mis à disposition des différents collaborateurs de la maison au siège sur demande. Donc, c'est un peu un type de fonctionnement comme une banque de prêt, avec une forte réactivité des équipes qui mettent à la disposition des collaborateurs les pièces dans la journée. Alors, beaucoup pour de l'étude et surtout pour des designers, pour une source d'inspiration. À côté de cette collection d'études, on va avoir la collection dite collection patrimoniale, qui comprend à la fois les pièces de collection et les documents d'archives. Donc c'est une collection qui est très riche dans sa matérialité. On va avoir bien sûr, on va représenter tous les métiers de la maison, donc la maroquinerie par exemple, les accessoires, le prêt-à-porter. On a aussi une collection d'œuvres d'art qui sont plutôt destinées aux magasins. Et elle est effectivement riche dans sa matérialité, mais aussi riche par les périodes historiques qu'elle traverse. Donc on a à la fois des produits, des pièces historiques et des pièces contemporaines. Et ceci, les pièces historiques sont un peu le cœur de la collection. Et on va avoir beaucoup de pièces qui viennent agréger aujourd'hui ce cœur de collection. Et donc, à côté de cette collection matérielle, on a également des collections numériques dont va vous parler Florence, plus précisément. Merci, Émilie. Donc, du coup, effectivement, nous avons des collections numériques qui viennent en complément des collections d'études et des collections matérielles. On compte aujourd'hui à peu près 700 000 assets. Ce sont des photos, des vidéos, de l'audio, des documents. Et aussi, on commence également à enrichir notre patrimoine numérique à travers des fichiers 3D. Donc, il s'agit d'une représentation en fait des activités de la maison, que ce soit son histoire, bien entendu, ses produits, ses savoir-faire, sa communication interne, voire externe, et également, par exemple, ses expositions, ses événements à travers notamment ses expositions ou ses défilés. Donc on enrichit quotidiennement ce patrimoine et on travaille étroitement avec les métiers pour justement sélectionner ce qui fait le patrimoine aujourd'hui de la maison. On ne tend pas à une exhaustivité mais à une réelle représentation. Et tout ça, effectivement, pour le mettre à disposition des collaborateurs pour répondre à leurs demandes, soit d'assets, mais aussi de contenu liés à l'histoire ou à la rétrospective de la maison. Alors, au niveau de la collection patrimoniale, c'est une collection qui a été constituée déjà en son temps par le petit-fils de Louis Vuitton, donc Gaston Louis Vuitton,
qui était collectionneur et qui s'intéressait vraiment à tout ce qui touchait de près ou de loin à son métier. Et en son temps, il a commencé à constituer une collection de malles anciennes, pas forcément des malles de fabrication Vuitton, et des malles qui représentaient différentes époques et différentes zones géographiques. Il a collectionné aussi plusieurs articles de voyage, des étuis, des outils de fabrication, etc. Et voilà, tout ce qui pouvait l'intéresser dans le prolongement de son métier peut se retrouver aujourd'hui dans la collection historique. Donc, le Gaston Louis Vuitton, lui, il décède en 1970. Et à partir de 1977, la direction de l'entreprise va se poser la question de continuer l'œuvre qu'il avait entreprise en son temps et va essayer d'enrichir la collection initiée par Gaston Louis Vuitton. Puisque à son décès, une partie de sa collection va rester dans la propriété familiale d'Asnières et une autre partie était dans le magasin parisien qui était à l'époque avenue Marceau. Donc, pour enrichir cette collection, on va faire appel aux particuliers, donc par le biais de petites annonces dans la presse locale et également dans la presse spécialisée. Et on va demander aux possesseurs de malles Vuitton s'ils sont intéressés par une expertise de leur malle et éventuellement, si nous, ça nous intéressait, on leur fait une proposition de rachat. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est inscrit dans la lignée de ce qu'avait fait Gaston et qu'on a pu enrichir la collection à partir de la fin des années 70. On va avoir également un événement marquant dans la constitution de ce patrimoine et dans sa diffusion. Ça va être 2 ans plus tard, en 1979, le premier prêt de malles de la collection qui va être fait à l'étranger, au Japon, d'abord à Tokyo et ensuite à Osaka, où on va montrer la collection à la clientèle japonaise et mettre en avant, bien sûr, l'histoire de la maison et aussi son savoir-faire. Donc, c'est vraiment les objectifs de cette exposition au Japon. Toujours dans la lignée de ces premiers jalons dans la diffusion, on va faire une exposition itinérante sur une dizaine d'années à partir de 1983, Voyage à travers le temps, où on va présenter beaucoup de commandes spéciales que la maison a pu faire et les différentes innovations en lien avec le développement des moyens de transport. On va avoir également l'ouverture du musée du voyage à Asnières en 1986, où là, l'ambition, c'est de présenter aux visiteurs qui voyagent et comment est-ce qu'on voyage à partir du 19e siècle. On a également, on vous l'a mis sur la slide qu'on présente aujourd'hui, le studio photo qui va être créé dans la propriété familiale d'Asnières dès les années 1980, où on va commencer, puisqu'on a constitué une collection patrimoniale, on va la documenter et on va commencer à la photographier. Donc exactement comme ce qu'avait pu faire Gaston Louis Vuitton dans les années 20, à son époque, où quand il a constitué sa collection, il l'a référencée, donc il la prenait en photo et il compilait différentes informations liées à ses acquisitions. Il a constitué des albums qu'on a aujourd'hui dans nos fonds d'archives. Donc c'est un élément aussi pour nous qui est fondateur, la création de ce studio photo dans les années 80. Peut-être que Florence, tu veux ajouter un mot, puisque c'est aujourd'hui en partie les collections qu'on a. Effectivement, donc, comme le disait Émilie, donc Gaston Louis Vuitton a créé un studio photo dans les années 20, donc c'est assez précurseur pour justement témoigner de la production au niveau des produits, mais aussi la photographier la partie des lieux emblématiques tels que les magasins ou encore les vitrines. Et donc la mise en place de ce studio photo dans les années 80 va dans la continuité justement de la mise en œuvre d'une direction patrimoine dès la fin des années 70. Et donc le studio photo dans les années 80 permettait justement de photographier les produits qui sortaient donc en magasin, mais aussi tout l'aspect communication pour venir illustrer les dossiers de presse ou les communiqués de presse, enfin tout support de communication dédié à la valorisation de l'histoire de l'entreprise ou même juste des activités de l'entreprise.
Et donc, du fait de la mise en place d'un studio photo dans les années 80, il a été réfléchi bien en amont dans cette continuité de la mise en œuvre en fait, d'une base de données dédiée pour capitaliser justement ces productions et pour, encore une fois, bien entendu, les mettre à disposition des collaborateurs, tant pour leurs projets internes et externes. Et donc, c'est dans cette continuité qu'on s'inscrit aujourd'hui à travers la mise en place, et on en parlera tout à l'heure, d'outils, de solutions pour justement capitaliser à la fois les contenus numériques, mais également les connaissances de la maison, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup Florence et Émilie sur cette présentation. Moi je note un peu ce qu'on a tendance à dire. Il y a un sponsor, il y a une vraie volonté de sauvegarder, de gérer un patrimoine. Alors là, pour le coup, il y a en plus une vraie collection. Voilà, ça aide beaucoup. Et tout le monde aujourd'hui n'est pas dans cette dynamique. Vous étiez quand même très précurseur. On peut dire ça un peu comme ça quand même. Et donc, du coup, face à ces collections, donc nos missions aujourd'hui, donc c'est de continuer forcément à enrichir notre patrimoine. Donc, on est, comme je disais tout à l'heure, en contact direct avec les métiers. On ne construit pas nous-mêmes le patrimoine. On a besoin des métiers pour justement déterminer ce qui fait partie du patrimoine. Donc, on les rencontre régulièrement pour être aussi toujours aux aguets des activités de la maison et des nouvelles productions qui peuvent être réalisées, tant en termes de produits, de collection matérielle, mais aussi de collection numérique. Donc ces rendez-vous sont importants puisque les métiers sont vraiment acteurs de l'enrichissement du patrimoine et de la constitution de ce patrimoine. Et donc, à travers cet enrichissement, il y a donc des missions de documentation, d'inventaire. Émilie parlera peut-être plus spécifiquement des chantiers de numérisation. De notre côté, forcément, côté numérique, il y a ces chantiers de référencement, mais aussi la gestion de nos données qui sont quand même assez considérables face aux fonds qu'on est amené à gérer. Et on est aussi en train de réfléchir à la mise en place. On débute dans les prochains mois tout ce qui est processus lié à l'IA pour justement automatiser certaines tâches et pour mieux appréhender aussi notre fonds, pour encore une fois mieux le valoriser et mieux le diffuser. Et tout ça, pourquoi? Bien entendu, pour le valoriser, tant au niveau de l'interne, en mettant en place des solutions qui soient fiables, proactives, qui puissent justement capitaliser ces connaissances, qu'on puisse et qui fassent référence aussi au sein de la maison. On en parlera également tout à l'heure, et à travers aussi une valorisation externe, que ce soit la publication d'ouvrages ou des expositions, entre autres. Donc, comme on le mettait sur la slide, la création d'aujourd'hui et le patrimoine de demain. Donc voilà, cette création est vraiment essentielle à la constitution et à la dynamique en fait de cette notion de patrimoine au sein d'une entreprise. Je te laisse la parole concernant la partie numérisation, Émilie. Oui, je crois qu'on a une petite illustration sur la slide suivante. Voilà, donc au niveau de la numérisation, donc, les premiers chantiers de numérisation pour les fonds d'archives de la maison ont démarré au début des années 2000. Et au départ, les choix que nous avons faits, en fait, ils ont été dictés par ce qu'on pressentait un petit peu de l'utilisation. Donc, on a commencé par numériser tous les documents iconographiques, donc les anciennes publicités, les catalogues produits, les tirages photos, etc., parce qu'on pressentait qu'il y avait un intérêt immédiat pour les designers, notamment, comme source d'inspiration, et que c'est des documents aussi qui sont assez faciles d'accès, entre guillemets. Donc, on a fait ces choix-là pour nos premières grandes campagnes de numérisation. Et évidemment, on a aussi mis en lien les sujets d'actualité de la maison avec nos choix. Donc, voilà, il y avait un petit peu ces deux dimensions, les besoins des designers, les actualités maison. Et également, pendant toutes ces dizaines d'années, on est aussi toujours attentif aux innovations techniques au niveau de la numérisation. Et par exemple, au début des années 2010, on était plus sur les développements d'OCR et on en a profité pour faire numériser notamment nos dossiers de presse les plus anciens, par exemple, pour bénéficier de ces apports.
Et si on fait le parallèle, aujourd'hui, évidemment, nous, on va être attentifs à l'IA intégrée dans les processus de numérisation pour pouvoir voir tiens, quels seraient les débouchés pour nous, et notamment sur nos fonds d'archives écrits historiques, où on pense que l'IA pourra nous aider, par exemple, à extraire des données produits dans des anciens registres de vente et à nous faire gagner un temps conséquent dans toutes les dimensions de la recherche à l'intérieur de ces documents qui fourmillent d'informations, mais où voilà, on aura bien besoin de l'aide de la machine. Donc c'est vrai que sur les choix de dénumérisation, ça va être un peu un combo de plusieurs dimensions. Et pour dire un mot sur les pièces de collection et leur informatisation dans la maison, l'informatisation des collections est arrivée aussi, c'est un peu concomitant aux campagnes de numérisation au milieu des années 2000, où on s'est doté d'un inventaire informatisé. Et voilà, on s'inscrit toujours dans cette continuité-là aujourd'hui. Et on va aussi photographier chaque pièce qui va entrer dans la collection. On a un partenariat interne avec notre studio photo pour pouvoir bénéficier de prises de vue professionnelles et de documenter au mieux la collection et de la diffuser. J'ai une petite question après par rapport à ça, entre les objets de collection et le DAM. Oui, vaste sujet aussi. Oui, c'est pour la diffusion, ça peut être intéressant de pouvoir lier les deux. Oui, alors une fois qu'on a numérisé les fonds d'archives et qu'on a pris en photo les pièces de collection, ça offre une matière numérique, ça nous permet de dématérialiser la collection et on peut utiliser justement ces numérisations et ces visuels dans différents outils internes. Effectivement, Malika, donc on met en place, donc on a un portail du patrimoine, non, c'est juste voilà, juste à droite. Un portail du patrimoine en fait numérique qui permet d'avoir une représentation des éléments qui sont numérisés dans les équipes d'Émilie. Donc il y a des choix en fait qui sont faits. Et on intègre également, on met à la disposition des collaborateurs l'ensemble des productions qu'on aura en fait définies avec les métiers pour venir justement enrichir notre patrimoine. Donc on va avoir toutes les photos que vous avez sur le site louisvuitton.com, donc les packshots produits sont accessibles sur notre portail du patrimoine numérique, mais tous les assets liés à la communication, qu'elles soient internes ou externes, les campagnes print, les campagnes digitales, donc c'est des productions qui sont assez conséquentes, qui sont gérées par notre département achat d'art au sein de notre direction de la communication, qui produisent quotidiennement des contenus que vous avez sur le site louisvuitton.com ou encore sur les réseaux sociaux comme Instagram. Donc tous ces éléments-là, ces assets-là viennent enrichir du coup notre plateforme et sont mis à la disposition des collaborateurs avec une mise à disposition mais contrôlée, puisqu'il y a des notions de droit à prendre en compte, non pas sur la partie packshot produit, mais tout ce qui n'est pas packshot produit, justement. Donc du coup, il y a un watermarkage qui est déposé sur ces assets, ce qui n'empêche pas les collaborateurs, bien entendu, de les consulter, mais s'ils souhaitent les utiliser, notamment pour un usage externe, l'équipe est garante du bon usage en fonction de justement l'utilisation et de la diffusion que souhaitent en faire les collaborateurs. Donc au-delà effectivement de gérer la partie asset, il y a l'aspect effectivement contractuel, droit, qui va venir enrichir notre portail, non accessible bien entendu aux collaborateurs, mais aux équipes librariennes, documentalistes du département patrimoine numérique. Et on est aussi amené à développer maintenant depuis 3-4 ans, deux autres solutions, deux autres portails qui font la part belle justement aux connaissances de la maison et qui sont appuyés justement sur les assets numérisés dans les équipes d'Émilie ou à travers les assets, on va dire, natifs numériques. Donc on a une timeline qui permet de mettre à disposition des collaborateurs l'histoire rétrospective de la maison sur des thématiques telles que le développement durable, les collaborations artistiques, les produits par catégorie de produits, les défilés qui sont des événements très marquants au sein de la maison, les défilés de prêt-à-porter,
Et donc, toutes ces thématiques sont enrichies par les équipes en s'appuyant sur des sources vérifiées et vérifiables. On s'appuie du coup sur des documents historiques, sur les supports de communication qui ont pu être émis, diffusés par la maison pour des sujets beaucoup plus contemporains. Et donc, cette solution est à la disposition des collaborateurs, mais aussi des équipes retail, puisque les vendeurs s'appuient également sur cette solution pour justement préparer un rendez-vous client. Ils ont une information immédiate qui est assez synthétique et qui leur permet d'appréhender tout de suite le sujet sur lequel ils doivent préparer par rapport à un produit, par rapport à une histoire sur la saga familiale ou que sais-je. Et on a une troisième solution qui s'appelle les Essentiels, qui est une plateforme de contenu qui nous permet de mettre en avant des études sur des sujets emblématiques, donc des études dites longues, par exemple la vie et l'œuvre de Louis Vuitton, qui était l'homme, Louis Vuitton, à travers aussi son époque. Mais donc ça peut être des études longues, mais aussi des capsules sur des sujets très focus. Tout ça également pour mettre à disposition des collaborateurs et pour nous, en tant qu'équipe patrimoine, si on a des demandes, les renvoyer sur ce type de solution pour leur dire, voilà, vous pouvez retrouver cette information dans la timeline, dans les essentiels ou voir dans le portail du patrimoine numérique et on peut venir en complément s'il y a besoin d'informations supplémentaires par rapport au sujet qui est présenté. Je trouve ça magnifique parce que effectivement, quand on débute dans une entreprise, c'est très bien de comprendre l'entreprise, de revenir aux sources, aux racines et d'expliquer en fait tout ça et d'avoir rapidement accessible en fait cette donnée-là. J'ai presque envie de dire, le jour où il y a un anniversaire, tout est fait en fait. Il y a plus. J'ai tellement rencontré des projets où on va dire on a un anniversaire, donc on s'y met 2 ans à l'avance, on prépare les choses. Voilà, j'en ai même fait à sortir, trouver les photos, de mettre les points rouges, dire c'est ça qu'on va numériser, etc. pour faire. En fait, là, voilà, tout a été anticipé, tout a été préparé. On peut rajouter la petite couche d'information, de présentation des choses au moment par rapport à l'actualité, mais sinon, les données, et on parlera peut-être de la sécurisation de tout ça, parce que c'est aussi lié à toute cette donnée, et il faut la protéger aussi. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, là c'était à l'externe, parce qu'on parlait de l'interne, mais à l'externe, et comme le disait Malika, enfin voilà, il y a aussi des projets d'ouvrages qui ont été l'élément déclencheur pour lancer aussi des campagnes de numérisation, des shootings de pièces de collection et d'apporter tout le contexte nécessaire, ou des projets aussi d'exposition qui sont aussi des vecteurs pour pouvoir justement à la fois enrichir notre patrimoine, mais aussi le traiter, l'analyser, le documenter, le référencer, l'indexer pour justement avoir à disposition ces informations et ces données pour pouvoir travailler avec les équipes event ou édition littéraire au sein de notre direction de la communication. Merci beaucoup. C'est mon tour. On revoit une photo que j'ai adorée quand on a préparé cette conférence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment de l'eau? Pour l'anecdote, puisqu'on est dans la valorisation du patrimoine, on a organisé 3 ventes aux enchères du fonds photo L'Équipe. C'était lors de la 2e vente aux enchères pour thématique sur les Jeux Olympiques. Et c'est une photo de Franck Seguin, qui est le responsable de notre photographe et photographe lui-même, comme vous pouvez le voir, qui a fait cette photo aussi sous l'eau de Léon Marchand pendant les Jeux. Et c'est notre record de vente des 3 ventes aux enchères. Photo qui a été achetée 16 000 €. Voilà, un tirage unique de cette. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Et magnifique. Ouais. Alors justement, en revenant au groupe L'Équipe, et parlons un peu de justement toutes ces collections, tout ce patrimoine que vous avez en interne. L'Équipe, la problématique qu'on a, c'est que c'est un titre de presse, on travaille dans l'urgence, on est dans un flux continu d'actualité, encore plus avec le numérique et le site web. Et comment, à l'intérieur de ça, on promeut le patrimoine
pour pas qu'on pense que ça soit le truc vieillot au fond du couloir, et au contraire convaincre que c'est source d'inspiration, que c'est un peu les mots-clés que j'ai mis dans la slide qui suit, que ça peut être source de revenus, de diversification. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire autour de la photo et ce qu'on essaye de promouvoir pour les autres services, avec aussi effectivement une dimension outil. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, puisqu'on est accompagné par Activo pour une réflexion sur un outil. Nous, pour la photo, on travaille donc depuis 1998 avec la solution PhotoWare. Mais voilà, il y a encore un chantier. Et il n'y a pas de service patrimoine à proprement parler à l'équipe. Il y a un service doc, texte et vidéo. Et il y a le service photo qui appartient à la rédaction et qui appartient pas à la com, par exemple, comme souvent c'est le cas dans plein d'entreprises. Donc, en fait, c'est un vrai chantier et qui est important aujourd'hui. Et donc, si tu veux bien passer à la slide suivante, Malika, merci. Donc, je vais commencer quand même parce qu'on a quand même des collections uniques et très riches. Par exemple, nos collections photos qui documentent un siècle de photos de sport, parce que l'équipe, ça existe depuis 1946. Tu parlais d'anniversaire, je pense qu'on va s'en servir puisque l'année prochaine, ce sera 2026, ça sera les 80 ans de l'équipe. Donc, je pense que je vais m'en servir pour promouvoir plein d'idées. Donc, en tout cas, on a le fonds équipe depuis 1946. On a la chance que nos anciens, nos prédécesseurs avaient structuré ce fonds photo. On voit que de 1946 à 1952, il y a encore des boîtes un peu mélangées, mais à partir de 1952, on a vraiment des classeurs avec des planches contact, comme vous pouvez en voir là. C'est vraiment bien structuré et ça, c'est un outil précieux aujourd'hui, et même quand on a fait la numérisation. Et on a hérité, parce qu'avant l'équipe, l'ancêtre, c'était l'auto. On a hérité, alors pas du fonds photo de l'auto, parce qu'il y avait très peu de photos, mais dans le même groupe, il y avait l'Excelsior et le Miroir des Sports. Et on a hérité de ce fonds photo qui physiquement s'est retrouvé avec après-guerre avec le fonds photo de l'équipe. Et grâce à ça, on a un siècle de photos de sport. Et d'ailleurs, Excelsior, c'était un journal d'info général. On n'a pas que des photos de sport. La première plaque de verre physique qu'on a dans le fond, c'est la mobilisation pour la guerre 14. La plus vieille photo de sport, c'est une plaque de verre d'un cross des Alliés en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, par rapport à la valorisation de ce fonds-là, c'est avec l'agence Roger Violet qu'on diffuse le fonds hors sport. Et avec eux, dans le cadre de la mission du centenaire 14-18, il y a eu un livre qui a fait référence qui s'appelle Jour de guerre, fait par Jean-Noël Jeanneney. Et 95% des photos de ce livre appartiennent à l'équipe, ce que très peu de gens savent. Par contre, nous, tout le fonds sport, on l'exploite. Et j'en parlais un peu hier, mais par exemple, grâce à ça, on a des photos des Jeux à Anvers en 1920 et des Jeux à Paris en 1924 qu'on ne s'est pas privé d'utiliser là dans le cadre de l'Olympiade et qu'on va réutiliser. Donc on considère aujourd'hui qu'on a 13 millions d'images parce qu'on a commencé le numérique, les premiers essais en 96, c'est avec la Coupe du Monde en France en 98 que là le numérique a explosé et toute l'actualité à partir, mais c'est le cas pour toutes les grandes agences d'actualité et filaires, c'est à partir des années 2000 où quasiment tout s'est fait en numérique, avec encore une part argentique jusqu'en 2005 parce que les fichiers étaient vraiment pas terribles pour faire des doubles pages dans les magazines ou les livres. Mais depuis 2005, on travaille qu'en numérique pour l'actualité, même si il y a une tendance qui revient, un peu comme pour les vinyles, à retravailler. Il y a beaucoup de photographes pour les magazines qui aiment retravailler avec de l'argentique pour retrouver ce grain, cette patte particulière. J'ai appris quelque chose. Alors voilà un petit panel. Voilà la photo, la plaque de verre du Cross des Alliés en 1916. C'est notre plus vieille plaque sport du fonds photo. Et alors ce qui est assez extraordinaire avec ce fonds photo, c'est que ça raconte l'histoire du sport, mais ça raconte le photojournalisme aussi, parce que nos photographes, et même depuis l'origine, c'est d'abord des photographes de presse. Il faut faire les photos, mais il faut qu'elles arrivent au journal. Et donc on voit aussi l'évolution des formats, de la plaque de verre jusqu'au 6:6 noir et blanc, 24:36, les négatifs couleurs qui étaient développés sur place, sur le stade. Il trouvait un petit local, le photographe partait avec un laborantin, il développait 3-4 films pour transmettre 5-6 photos qu'on attendait avec impatience et on prévoyait une photo d'archive pour faire la une au cas où. Et puis parce que comme c'est ça qui raconte la photo de presse,
L'équipe, ça doit être bouclé à minuit quoi qu'il arrive, minuit et demi le samedi. Quand il y a un match de foot avec prolongation, séance de tir au but, avant, on ne pouvait pas faire la une avec... on faisait souvent la une avec une photo de la première mi-temps. Maintenant, avec le numérique, c'est instantané. Donc ça raconte aussi comment on utilise les photos dans la presse avec ces négatifs. Puis maintenant, le numérique. Voilà. Alors, bien sûr, l'équipe aussi, c'est des collections papier. Alors, on a plein de PDF qui ont été en partie numérisés, certains ossérisés, mais là aussi, il y a tout un chantier à mener. Donc, avec Lotto, qui est l'ancêtre de l'équipe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Lotto qui a créé le Tour de France. Donc ça, c'est aussi dans l'ADN de l'équipe et du groupe Amaury en général. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans le groupe recentré sur le sport, il y a la presse, mais il y a toutes les organisations sportives, beaucoup parmi les plus grandes, comme le Tour de France, puisque c'est Lotto qui a créé le Tour de France. Pour l'anecdote, si le maillot jaune est jaune, c'est parce que c'était la couleur du papier de Lotto. Ça vient de là aussi. Donc voilà, il y a toute cette histoire-là aussi qui fait partie continue d'apprendre des choses sur l'équipe. Du patrimoine, du sport tout court aussi. Et alors plein de titres avec des titres qui ont disparu depuis. Sport et Vie qui est un peu le... Donc ça, vous avez aussi donc, la une de Lotto, la première une de l'équipe, le 28 février 1946. Donc, comme je disais, on va fêter les 80 ans. Sport et Vie qui était un peu l'ancêtre du magazine L'équipe. Et là, on a récupéré tous les reportages photos qui sont assez extraordinaires, où justement c'est dans les coulisses avec Raymond Coppa, avec Louison Bobet, enfin il y a des images extraordinaires. Des vieux magazines, alors avec des couvertures souvent avec des super belles illustrations. Déjà, on voit que l'équipe essayait de toucher un public jeune avec l'équipe junior. Il y a eu plusieurs essais. Ça n'a jamais été vraiment concluant, mais on voit que dans l'histoire de l'équipe... Le digital doit aider là aujourd'hui. Et puis, notre une record pour toujours, je pense, pour l'éternité. France Football, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a donc... ce qui reste aujourd'hui, c'est l'équipe quotidien. France Football qui est devenu mensuel et qui est créateur du Ballon d'Or, qui est quand même le plus grand trophée de foot avec la cérémonie du Ballon d'Or, qui est un événement maintenant retransmis sur la chaîne. Et vous voyez parmi les premiers, Stanley Matthews, c'est le premier vainqueur du Ballon d'Or en 1956. Tennis de France qui a disparu, course auto, Vélo Magazine existe encore, ce qui est mensuel. Et puis France Football mensuel. Et puis de temps en temps, il y a le Journal du Golf, Journal du Running, c'est des magazines un peu plus commerciaux, on va dire, support de pub qui tournent. Voilà. Et le magazine L'équipe qui existe aussi avec les dernières versions. Et puis, depuis 2000, l'ouverture de la chaîne L'équipe, on a des collections audiovisuelles grâce à ça. Là aussi, il y a tout un chantier d'archivage qui est mené j'espère, avec notre prochain outil. Parce qu'il y a eu un moment quand même, quand le service, je ne parle pas de la chaîne, mais des services vidéo aussi pour le site se créaient. Il y avait des vidéos d'enregistrer quand des sportifs venaient nous rendre visite. Et c'était stocké sur un disque dur. Et il y en a un qui a planté, par exemple. Donc il y a quand même une réflexion. Enfin, ça a progressé. Mais souvent, ce que je leur disais, c'est comme si, en plus, vous faisiez une vidéo. Eux, ils étaient contents, ils l'utilisaient en live, etc. Et j'ai dit, c'est comme si pour la photo, on avait fait un reportage photo, on utilisait les 3-4 pour la parution du journal, et puis que les autres, on les avait laissés. Heureusement, depuis quasiment l'origine, on a gardé l'ensemble du reportage. Et grâce à la numérisation, ça, je pense qu'on ça tombe bien, parce qu'hier, justement, Mété disait, en tant qu'agence de presse, on dit... Donne-moi la série complète pour vérifier si c'est une vraie photo ou pas. Et on va le voir. Parmi les collections audiovisuelles aussi, on produit de plus en plus de documentaires. Aujourd'hui, pour un format qui s'appelle Explore, c'est des formats longs sur le site, qui sont source de beaucoup d'engagement et d'abonnés. Donc ça, c'est important. On fait aussi on a un service édition où on fait entre une douzaine de hors-séries ou de livres. Ça, c'est un livre qu'on a fait en 2021 sur l'histoire des photographes de l'équipe. Et alors, pareil pour l'anecdote et l'utilité de la numérisation. Cette photo de Marie-Josée Pérec, pourtant des photos de Marie-Josée à Atlanta, on en a sorti des centaines et des centaines. Celle-ci, elle n'était jamais sortie. Je l'ai retrouvée en faisant une sélection pour la vente aux enchères sur les JO, grâce à la numérisation, parce qu'on avait fait le choix avec Pierre, il en parlera peut-être, de tout numériser. Et en fait, quand on voit la bande du négatif, c'est flou au début, puis d'un seul coup, le photographe retrouve
le point sur cette photo, mais elle est au bout du bout d'un négatif perdu au milieu de centaines. Et c'est le fait de la voir à l'écran défiler que j'ai pu l'utiliser. Et depuis, elle a fait la couve de ce livre-là. Elle a été utilisée pour Canal+, là, pour promouvoir le documentaire sur Marie-Josée Pérec récemment. De l'utilité de la numérisation pour préserver le patrimoine et redécouvrir des trésors tous les jours. Et ça, c'est vraiment le cas pour nous en continu. Depuis qu'on a fait cette numérisation, en 2018, je laisserai Pierre en parler plus longuement, comme c'était un investissement conséquent, c'est depuis lors qu'il y a vraiment une mission de valorisation de ce fonds photo qui s'est mis en place, donc c'est 2018-2019, avec, bien sûr, toutes ces photos, on continue à les utiliser sur tous nos supports, mais il y a vraiment une tendance à accentuer cette utilisation. Et puis, on a une boutique de vente en ligne de photos et de une, qui marche bien. Et puis, voilà, les catalogues des 3 ventes aux enchères qu'on a faites en 2020, 2021, 2022. La première avait très, très bien marché, la deuxième un petit peu moins bien. Donc, on a décidé de raréfier le concept pour donner l'envie, pour pas que ça devienne, pour que ça ait de la valeur vraiment, et puis peut-être d'événementialiser. Et puis, bien sûr, on essaye de faire sortir toutes ces photos à l'extérieur avec plein d'expositions. On participe à des festivals sportifs. Là, c'est une expo qu'on a faite. On est partenaire d'un festival sport, cinéma et littérature à Lyon, dirigé par Thierry Frémaux, qui, au-delà du festival de Cannes, est aussi dingue de sport et avec qui on travaille et on fait des belles expos. Avec un festival qui avait été créé, Paris Sport Photo, qui s'est maintenant externalisé à Gruissan. Donc voilà la répartition du fonds photo, comme je vous le disais, avec, donc, on considère aujourd'hui 13 millions d'images en tout, avec 8 millions d'images argentiques, donc 5 millions qu'on a déjà numérisées en 15 mois, 14, bravo. Et il en reste. En fait, c'était à la faveur d'un déménagement, c'est souvent le cas. On est venu me voir en 2017 en disant on va déménager. Je veux plus les Cardex. Et il n'y aura pas la place de stocker le fonds photo, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on s'est mis autour d'une table et on a choisi quoi numériser. Voilà. Et on a fait appel à Pierre et à Tribin pour numériser ce fonds. Et je vais passer la parole à Pierre pour qu'il raconte tout ça. Merci François, tu nous as fait rêver aussi, avec des contenus différents, mais qu'il faut rêver tout autant. Donc là, je vous emmène dans les soutes, parce que vous étiez sur les terrasses, sur les balcons, et là, on va descendre dans les soutes, et je vais d'abord vous présenter un petit peu Tribin Imaging, qui nous sommes. Donc c'est une entreprise qui a été, c'est la première ça, ouais, oui. Qui a été créée en 88. Donc on était vraiment les précurseurs en matière de numérisation, et c'était un peu un accident, puisqu'en fait on a commencé à numériser simplement pour automatiser des process de production de bandes vidéo qui servaient à faire les supports de stockage de l'époque, 88. Et donc quand on parlait de numérisation en 88, vous m'imaginez en verre, avec des oreilles. Et c'était comme ça que les gens nous percevaient, c'est-à-dire les martiens qui parlaient de trucs très très bizarres. Et donc en 2020, en fait c'est pas 2020, c'est 2021, on a créé un groupement d'entreprises, simplement pour vous situer où on en est aujourd'hui, avec 5 entreprises, dont Tribin bien sûr, Arkenum qui est spécialisé dans le papier, Vectracom sur la vidéo, Art Graphique et Patrimoine sur la 3D, et la Reliure du Limousin sur la restauration de manuscrits anciens. L'idée étant, le patrimoine est important, le patrimoine est multiple, et donc l'idée étant d'avoir une sorte de guichet unique dans lequel on peut répondre à un certain nombre de préoccupations. Bien sûr, il y a le textile aussi, on ne sait pas répondre à ça aujourd'hui, mais il y a plein d'autres facettes. Aujourd'hui, on a ces 5 facettes. Donc quand on a commencé à travailler sur la numérisation, donc 88-95, on travaillait beaucoup pour les photothèques d'entreprise. Et l'idée à l'époque de la numérisation, c'était vraiment archi basique, c'était de prendre une photo, d'en faire un fichier très pauvre, 1 mégapixel, mais bon, c'était bien à l'époque, c'était pas mal, de lui donner un nom et de le retrouver plus tard dans une base de données ou un embryon de base de données. Donc ça, c'était vraiment le début de la numérisation.
On ne parlait pas de département patrimoine à l'époque, ce n'était pas un sujet, ce n'était pas quelque chose qui était évoqué, même si effectivement il y avait des démarches dans ce sens-là. C'était les photothèques, c'était les départements de la com qui voulaient gérer leurs assets de manière un peu plus fluide que juste une photo qu'on va prendre dans une pochette. On a commencé ensuite à travailler en 95 avec les premiers grands projets qui ont été dimensionnants en France et qui ont été lancés par la BNF. Elle s'appelait, avant de s'appeler la BNF, la TGB, Très Grande Bibliothèque. Ça, c'était 95. Et on a été vraiment les tout premiers à numériser les fonds, à l'époque, des différentes agences de sport, de presse, Kipa, Sigma, etc. Tous étaient partenaires de ce programme de numérisation pour lequel la BNF numérisait et leur mettait à disposition les fichiers. Il y a encore un autre truc. Et on a commencé à travailler pour les entreprises privées dans les années 2000, et là, on parlait de département patrimoine. C'était vraiment le début. Et le premier projet un petit peu dimensionnant, ça a été sur des nitrates de cellulose, qui sont un peu les trucs qu'on n'aime pas trop manipuler. C'était en 2001 pour une maison du groupe Richemont. Alors, l'ADN de l'entreprise, il est double. En fait, il y a un ADN autour de la photo, c'est-à-dire qu'on a tous été passionnés dès le départ. Quand on a créé l'entreprise, on était passionnés par la photo et également par la technologie, parce que sinon, on n'en serait pas arrivé là, en fait. De commencer à parler de numérisation à un moment où on était vus comme des martiens, on ne l'aurait jamais fait si on n'avait pas cette appétence. Du coup, cette multiplicité entre la photographie et l'ingénierie nous a permis de monter des projets dimensionnants. Quand on parle de projets dimensionnants, c'est des millions de photos. Donc, on parlera du projet de l'équipe, qui est quand même recordman aujourd'hui, puisque c'est en images produites par jour, le record absolu depuis qu'on existe, c'est-à-dire 25 000. C'est beaucoup, hein? 25 000 photos numérisées Par jour. Par jour? Pendant 14 mois. 14 mois. On enlève les week-ends, on enlève les vacances, mais enfin, ça fait à peu près ça. Du coup, on a fabriqué également, ça c'est le côté ingénierie, des outils. On en parlera sur la dernière slide, qui est un peu une ouverture vers la numérisation, sur ce que devient la numérisation avec les différents outils. Donc des outils de numérisation transportables. Ce qu'on voit à gauche, c'est une chaîne de numérisation intégralement imprimée en 3D qui nous permet de faire des projets à l'étranger, donc de manière assez simple. On met ça dans sa valise et on se promène avec. Et puis à côté, à droite, une chaîne de numérisation de métadonnées. Alors, il y a 3 exemples dimensionnants où on parle vraiment de gros volumes. Donc, le premier projet qui a été très très important, c'était un projet pour l'IGN. Il s'agissait d'un déménagement. La mairie de Saint-Mandé a demandé à l'IGN de restreindre son emprise foncière et du coup de stocker les collections photos à l'extérieur de Paris, en l'occurrence Villefranche-sur-Cher. Et donc il y a un projet qui a duré pour nous, alors un peu plus de 8 ans, là je parle du premier, mais qui a duré une dizaine d'années, où on a numérisé 3 millions de photos, donc photos grand format, hein, photos 24 par 24. Et donc là, à l'époque, les dos numériques n'existaient pas, donc il a fallu mettre des scanners à plat et des batteries de scanners à plat qui étaient contrôlées par 2 personnes en l'occurrence, sachant qu'entre le premier et le 16e scanner, il y a du temps qui se passe. Donc plutôt que d'avoir quelqu'un qui attend devant, il met des patins à roulettes et puis il passe du premier scanner au dernier scanner pour ne pas perdre de temps. Donc première chose, c'est effectivement d'avoir des matériels compatibles avec les photos. Donc vue aérienne, c'est des choses assez complexes puisqu'elles sont grandes, elles sont lisses. Donc quand on les met sur une vitre, on a des apparitions d'anneaux de Newton, des choses un peu désagréables. Donc on a modifié les scanners en l'occurrence, et c'est aussi des flux. Le projet de l'équipe également, c'est de la numérisation, mais c'est des flux. Quand on parle de 400 000 photos par mois, il faut organiser des flux de données, des transports, et c'est extrêmement lourd dans les projets. La numérisation devient un petit truc très simple. Et avec la problématique qu'on pouvait avoir besoin de certaines photos. Avec les urgences, oui, absolument. Donc ça, c'est un des premiers gros projets qui a été mis en place. Et le recordman, donc, puisque quand on parle de sport, il faut parler de record, c'est l'équipe donc, où il a fallu imaginer une solution de numérisation qui permette de produire à peu près 20-25 000 images jour
pour arriver à tenir la durée, à savoir 14 mois précisément. Donc créer des chaînes de numérisation, ça veut dire fabriquer, ça veut dire créer des logiciels de flux, de gestion de flux. Donc c'est tout ce que vous voyez ici, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment extrêmement lourd à mettre en place. Oui. Je suis désolée, en fait, on a archi dépassé notre temps. D'accord, ok. Il n'y a plus qu'une slide, hein, donc on peut aller très vite. Et la dernière chose, c'est ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on a mis en place pour 2 entreprises en Suisse, Tag Heuer et la RTS, Radio-Télévision Suisse. C'est ouvrir la numérisation sur la photo, bien sûr, mais sur toutes les métadonnées qui vont avec la photo, à savoir les inscriptions sur les caches, les inscriptions sur les contenants, informations qui font intégralement partie de l'information dont on a besoin dans un DAM ou autre chose. Donc là, à gauche, vous voyez, on me dit que j'ai fait un vaisseau de Star Trek, ça ressemble un peu effectivement. Et donc c'est une chaîne de numérisation couplée à la chaîne haute définition qui permet de récupérer des données textuelles et de les traiter. Donc voilà rapidement la présentation de Tribe Imaging. Merci beaucoup. Je pense qu'en fait, compte tenu du temps, je vais vous... Voilà, l'idée c'est on voulait échanger par rapport à ce sujet-là. Est-ce que, en conclusion, quel message vous aimeriez en fait passer concernant la valorisation du patrimoine en 10 secondes chacun? C'est difficile. Moi, valorisation, nous, on est vraiment dans les soutes, encore une fois. Hein, c'est-à-dire qu'on dépend des départements qui nous demandent de la numérisation. Moi, j'ai juste envie de dire qu'effectivement, dès lors qu'on a un vrai projet, on a un vrai sponsor sur le lancement d'un projet en disant on veut protéger et sauvegarder notre patrimoine, les équipes sont là. Il y a déjà des experts, il y a des années d'expérience chez les uns, donc on est capable. Donc je pense que le plus important, c'est de dire on y va. On y va et penser à son patrimoine et à la valorisation de son patrimoine, c'est pas forcément des grands... On peut démarrer petit et aller plus loin. Le plus important, c'est d'avoir conscience de l'importance de ce qu'on manipule tous les jours, puisque ce qu'on disait, le contenu qu'on produit aujourd'hui est le patrimoine de demain de l'entreprise. Bon, je crois qu'on s'arrêtera là. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup pour nos intervenants. Vous nous avez fait rêver avec des patrimoines qui sont beaux et qui sont bien protégés et qui, pour une partie, doit être encore un peu plus valorisé et on a la matière. Merci beaucoup.